Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous fais une revue du livre La Terre des damnés de Frantz Fanon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la Kabassa, je suis blogueuse, j'écris des articles sur l'Afrique et je fais des revues de vidéos comme celle-ci. Si vous souhaitez lire mes articles et voir les revues que j'ai déjà faites, je vous invite à aller voir mon blog www.lacabassa.com. Alors, j'ai l'habitude de dire que je me nourris de soleil pour ma mélanine, de livres pour mon esprit et d'amour. Donc, si tu aimes ce type de contenu, je t'invite tout de suite à mettre un pouce sur cette vidéo et un cœur. Écoute, sans plus tarder, je te propose de commencer le live. Bien entendu, si tu as des questions tout au long de ce live, n'hésite pas à les mettre en commentaire ou à taguer une personne qui serait éventuellement intéressée par ce type de contenu. Alors, La Terre des damnés, c'est un livre qui a été écrit par Frantz Fanon en 1961. Il faut savoir que Frantz Fanon apprend qu'il est atteint d'un cancer incurable en 1960. Ça fait que ça lui laisse une année à vivre pour écrire ce livre. Donc, quelque part, c'est un livre qui est écrit dans une certaine urgence et c'est un livre qui apparaît d'une certaine façon comme son testament. C'est un livre où il pourra écrire, dire un dernier message. Alors, pour moi, il y a plusieurs enjeux pour véritablement comprendre le message de Fanon. C'est-à-dire que ce livre il s'insère dans un double contexte. Le premier contexte, c'est un contexte régional, puisque les années 60 sont les années des colos qui commencent avec la perte donc, du Vietnam par la France en 1954 et qui va donc s'étaler jusque dans les années 60. Il y a ce contexte de décolonisation-là. Il y a aussi un contexte international de la guerre froide qui commence en 1947. Et donc ça aussi, c'est un aspect qu'il est important en tout cas pour véritablement comprendre le message de Fanon. Pour ceux qui étaient là lors de mon dernier live sur le premier livre de Fanon, Peau noire, masque blanc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets en commentaire tout de suite le lien sur mon blog dans la rubrique revue vidéo. Hop, voilà. Donc, je disais pour ceux qui étaient là et pour ceux qui n'étaient pas là aussi malgré tout, que lors de ma dernière revue sur Peau noire, masque blanc, en conclusion, j'émettais certaines réserves quant à la vision universaliste de Fanon. C'est-à-dire que Fanon, en conclusion, et je comprends aussi son point de vue, pour lui, il se voit comme un homme libre et pas comme un homme noir libre. Il ne veut pas être la victime de la ruse du colon, puisque finalement, on se voit noir parce que l'autre n'arrête pas de nous dire qu'on est noir. Et pour lui, il n'y a pas de monde noir, il n'y a pas de monde blanc, il n'y a qu'un monde et qui nous appartient à nous tous, les hommes. Et il a cette vision aussi universaliste parce qu'il ne souhaite pas être quelque part esclave de l'esclavage. Il ne souhaite pas, d'ailleurs il y a une phrase qui m'a marquée où il dit vais-je demander aux Blancs d'aujourd'hui de rendre des comptes pour les négriers du XVIIe siècle. Alors, j'avais une réserve par rapport à cette vision universaliste parce que pour moi, c'est quelque chose qui n'est possible dans un monde où, en ce qui concerne la communauté noire, il y a eu jugement, il y a eu condamnation, il y a eu réparation et après il y a réconciliation. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, dire je suis une femme noire au lieu de dire je suis une femme est une façon pour moi de lutter. C'est une façon pour moi d'imposer quelque chose que l'autre me nie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ça. Donc, pour moi, dans le contexte dans lequel il vivait et encore aujourd'hui, l'universalisme, quelque part, c'est
suisse de la conscience, c'est une neutralité. Et dans cette guerre qui est menée contre l'homme noir, en tant que noir, on ne peut pas se permettre d'être neutre. Être neutre, c'est prendre parti pour l'autre. Et j'étais curieuse de savoir, avec son expérience de la colonisation et de la décolonisation, quelle serait sa nouvelle perspective? Parce que je rappelle que Fanon s'installe donc en Algérie, hein, où il va travailler comme psychiatre à l'hôpital de Blida. Un an après la publication de son livre Peau noire masque blanc, il va s'engager dans la lutte d'indépendance. Il démissionne donc en 1956 pour véritablement s'engager auprès donc, du Front de libération nationale. Il sera ambassadeur itinérant en Afrique noire, donc il a véritablement une expérience de la colonisation, de la décolonisation. J'étais curieuse de savoir comment est-ce que cette perspective-là allait évoluer 10 ans, à peu près 10 ans après, hein, puisque du coup, Peau noire masque blanc écrit en 52, et, enfin publié en 52, et donc son dernier livre, Les damnés de la terre, est écrit en 61. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand le livre est diffusé, hein, en 1961, il est interdit. Il est tout de suite interdit sous le motif, donc il est inculpé pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Alors ça, c'est ce livre-là, ce petit truc que je tiens entre les mains qui a été inculpé pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Ça veut dire que si un livre, si un livre peut être considéré comme une menace par un État, ça veut véritablement dire que la connaissance est une arme et c'est pas juste parce que c'est une jolie phrase, c'est vraiment réel. Et moi, ça m'encourage d'autant plus dans le travail que je fais dans mon blog et dans cette véritable envie de faire comprendre à tous ceux qui m'écoutent que dans cette guerre qui est menée contre l'homme noir, comme disait Cheikh Anta Diop, effectivement, notre salut ne viendra que de la connaissance. Alors, ici, cette première partie, parce que là, je vais faire plusieurs revues sur les damnés de la terre. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui est tellement dense que je n'ai pas voulu finalement recracher, entre guillemets, tout ce que j'ai pu apprendre en lisant ce livre en une fois, parce que j'essaye au mieux, en tout cas, de ne pas faire des lives trop longs, et j'y arrive pas à tous les coups, mais bon. En tout cas, donc ça, c'est une première partie qui s'articule autour d'une idée principale. Ça va être de comprendre l'itinéraire de la violence dans le contexte colonial, une violence qui mène finalement au succès, entre guillemets, de la décolonisation et à son échec en même temps. Vous voyez, la décolonisation, c'est comme un enfant mort-né. Vous voyez, c'est exactement la même souffrance, c'est de porter quelque chose pendant un certain nombre de temps et de lui donner vie en même temps que, euh, quelque part, on lui donne sa mort. Euh, le contexte colonial, c'est un contexte qui est extrêmement violent. Ça, on le sait. La brutalité physique, on la connaît, on a vu des films dessus, on a vu des images dessus, c'est plutôt clair. Ce qu'on connaît le moins, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Vous voyez? C'est-à-dire que le contexte colonial, il va apporter une brutalité qu'on ne peut pas voir physiquement par la destruction des socles culturels. Ok. C'est quoi la destruction des socles culturels? C'est le fait, par exemple, d'être complètement détaché de sa langue. On détruit, les traditions, on détruit vos langues, on détruit tout ce qui vous rattache à votre culture. C'est comme si finalement, vous étiez... Ah, ça tient pas ça.
C'est comme si finalement, je vais vous montrer quelque chose. Un individu, c'est l'équivalent de cette page. C'est-à-dire que vous êtes une page blanche avec un ensemble des mots qui constituent votre identité. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, votre langue, vos traditions, vos rites, l'histoire de vos parents, de vos grands-parents, etc. Ça crée votre caractère, votre envie de faire plein de choses. Et en fait, avec la colonisation, qu'est-ce qui se passe? Le but est de vous faire devenir l'équivalent de ça. Ne regardez pas ça, juste l'équivalent de ça, c'est-à-dire une page blanche. Et à partir du moment où vous êtes une page blanche, vous êtes une page sur laquelle n'importe qui peut juste écrire, comme finalement on pourrait réécrire votre code. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ça le but de la colonisation. Alors, il y a cette, cette violence-là qu'on ne voit pas. Ok, j'espère que ça va tenir. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'abrutissement au travail. L'abrutissement au travail, parce que du coup, tout ce que vous faites dans le contexte colonial, hein, c'est travailler pour le colon. Vous ne faites que travailler pour le colon. Vous ne faites que travailler. Il y a ça. Il y a donc aussi l'abrutissement au travail. Il y a l'ennui, ça aussi, on en parle peu. Vous n'avez rien d'autre à faire que travailler. Donc, l'ennui aussi, ça a un effet destructeur sur vous. Il y a la sous-alimentation. Et ça, on en parle peu. Imaginez déjà l'état dans lequel vous êtes quand vous avez faim. Vous devenez fou. Vous devenez totalement fou. Cette sous-alimentation, qu'est-ce qu'elle crée? Elle va créer une fatigue, elle va aussi créer une ouverture à plusieurs types de maladies. Vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas visibles, mais qui sont très réelles. Ok. Donc, dans ce contexte-là, vous vivez, vous êtes dans une sorte, vous avez deux issues impossibles. La première issue, c'est de résister. Mais si vous résistez, vous êtes un homme mort. Vous allez résister avec quoi contre des armes? Donc, vous vivez dans la peur de l'autre. Dans la deuxième issue, vous devez vous soumettre. Et si vous vous soumettez, quelque part, vous vivez dans une certaine honte, puisqu'on ne se soumet jamais avec plaisir. Donc, vous êtes face à ces deux choix-là qui n'en sont pas vraiment, entre la soumission d'un côté, donc vous êtes d'un côté, vous vivez d'un côté dans la peur de l'autre, et d'un côté dans la honte de vous-même. C'est-à-dire que finalement, quand vous regardez dans la glace, ok, il y a la voix finalement du colon devient votre voix interne. Le colon vous disait tantôt, vous n'êtes qu'un sale nègre, vous n'êtes qu'un sous-homme. Et cette voix-là, elle est devenue la vôtre quand vous regardez. Vous vous dites, je suis un sale nègre. Effectivement, je suis un sous-homme. Vous avez intériorisé cette voix-là. Mais ce qui va se passer, et je dis toujours, les gens, certaines personnes disent, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que les Noirs ont mis tant de temps à se soulever. Parce que l'acculturation est une arme de destruction massive. Et ça, j'en parle beaucoup dans mes articles sur le mythe du nègre que je vous invite à regarder. L'acculturation est une arme tout aussi violente, et je dirais même plus violente que la bombe atomique, parce que c'est une arme qui continue à faire des morts sur des générations et des générations. Une fois que on vous a enlevé tout ce qui vous constitue, qu'est-ce qui vous reste? Donc, ce qui se passe, c'est que on va quelque part comme briser une première génération, mais l'effet escompté sera sur la génération d'après. Donc, vous avez une première génération qui est brisée, vous avez une deuxième génération qui est traumatisée de voir la première génération, de voir ses parents brisés. Et donc, c'est une génération qui va être aussi en tension
Pourquoi? Parce que vous êtes en même temps, vous faites l'expérience, vous faites l'apprentissage de la douleur, vous faites l'apprentissage de la peur et de la soumission. Mais de l'autre côté, il y a une rage. Il y a une rage qui naît en vous. Il y a une envie de meurtre. Donc, vous êtes constamment en tension. Ce que dit Fanon, c'est que le colonisé, il est comme une plaie qui est constamment vive. Il y a vraiment cette tension musculaire là. Vous savez, quand vous êtes énervé, il y a cette haine là qui peut vous étouffer et que vous devez absolument refouler. La haine, elle est d'autant plus parce que, vous savez, le monde colonial, c'est un monde quelque part qui est bipolaire. Vous avez d'un côté les colons, vous avez le monde des colons qui était un monde beau, où les tables sont toujours remplies de choses intéressantes à manger. C'est un monde où on porte des chaussures, où les gens ont l'air heureux. Et vous avez de l'autre côté le monde des colonisés. C'est un monde qui est sale, hein, un monde où on marche pieds nus, un monde de famine, un monde de misère. C'est un monde où finalement, on rêve d'être à la place du colon. Je dis bien à la place. On ne rêve pas d'être le colon. Vous voyez la nuance, mais on rêve d'être à la place du colon. On rêve de manger à la table du colon. On rêve de dormir dans le lit du colon. Et si possible, on veut bien même coucher avec la femme du colon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il va s'agir plus ici de s'approcher d'un paradis qui semble à portée de main plutôt que de quitter l'enfer qui est donc le monde colonial. C'est un monde qui impose la violence aux colonisés parce que c'est tout ce qu'il connaît. C'est tout ce qu'il connaît parce que pour détruire le monde, pour détruire le système colonial, il faudra véritablement, comme dit Fanon, remplacer une espèce d'homme par une autre espèce d'homme. Et du coup, la violence semble incontournable. Mais ce qui est curieux, peut-être pas tant que ça, c'est que la violence, quand on la reçoit, et là on va faire l'itinéraire de la violence. La violence, quand le colonisé, je dis on parce que je me sens concernée, quand on la reçoit en tant que colonisé, on ne la renvoie pas tout de suite à son expéditeur. Regardez, et c'est là qu'on va faire l'itinéraire de la violence. Donc vous avez cette violence-là, vous avez cette violence physique, vous avez aussi cette violence qu'on ne voit pas et que je matérialise parce que vous voyez sur mon visage et qui est balancée un petit peu à la gueule du colonisé. Et lui donc, comment est-ce que, parce que je vous ai parlé de cette tension musculaire, comment est-ce que il fait pour finalement expulser cette tension? On ne peut pas constamment être comme ça, hein, contracté. Donc, il va l'expulser par ses rêves, pour commencer. Pourquoi? Parce que le colon, il te dit, comme je vous ai expliqué, hein, vu qu'il a, il a supprimé un petit peu ce qui fait ton code et il veut créer un code, il te dit, je suis ton histoire, je suis le commencement de ton histoire. Sans moi, tu n'es rien. Sans moi, tu ne peux rien. Sans moi, tu es une merde. Et du coup, il est toujours en train de te limiter, toujours en train de te remettre à ta place, à te rappeler ce que tu es d'après lui. Donc, ce que Fanon explique, c'est que les rêves des colonisés vont être des rêves agressifs, des rêves musculaires. Hein? Certains disent, je rêve que je nage, je rêve que je cours, je rêve que je suis poursuivi par une meute et qu'on ne me rattrape jamais. Je rêve que j'éclate de rire. Je rêve que j'éclate de rire. Donc finalement, entre, je ne sais pas moi, 21h et 6h du matin, finalement, le colonisé, il se libère dans ses rêves. Mais pas que les rêves. C'est-à-dire que vous avez donc, quand on fait l'itinéraire, la violence qui vient du colon, elle est reçue par le colonisé et puis après, elle va être fragmentée. Fragmentée dans les rêves, fragmentée aussi dans la danse, parce que dans la danse, il y a une contraction, oui, une décontraction en même temps du muscle. Dans cette façon de danser, quand on est dans le contexte colonial, il y a un nom
que l'on crie, il y a un meurtre que l'on a commis dans cette façon de danser, de détendre le muscle, ok? Mais pas que, il n'y a pas que la danse, il y a aussi le mythe et la religion, parce que on va du coup créer un monde qui dépasse le monde. C'est ça la beauté du mythe, qui dépasse le colon, qui dépasse la colonisation. Et aussi, quand on se dit que ce qu'on vit est une volonté de Dieu, quelque part, on enlève une responsabilité aux colons et ça nous permet quelque part de mieux vivre la décolonisation. Et il y a aussi un autre réceptacle de toute cette colère, de toute cette haine qui va être les guerres fratricides. Fanon, et ça c'est, je pense, un objet qu'on abordera plus en détail lors d'un prochain live sur la Terre des damnés. Il parle de la violence, de l'incroyable violence nord-africaine des indigènes contre les indigènes. Donc c'est fou parce que toute la journée, on te crache à la gueule. T'as rien à dire. Tu ne dis rien d'ailleurs. Mais dès que ton frère te pousse, ça y est, t'as sorti le couteau. Parce que les colonisés ils sont constamment en tension. Alors, il va être question maintenant, quand vous voyez cette espèce de violence qui vient de là, qui au lieu de retourner là, elle va dans tous les sens, sauf dans le sens dans lequel elle devrait retourner. Il va être maintenant question de concentrer toute cette violence pour la renvoyer à son expéditeur parce qu'il n'y aura qu'à ce moment-là qu'il pourra véritablement y avoir fin. Ok? Donc, malgré tout, cette violence, comme je vous disais, c'est une tension qui, de toutes les façons, n'aura pas d'autre choix que d'éclater à la gueule de celui qui en est, l'origine. Il faut savoir que quand on est un colonisé, on n'a rien à perdre. Au contraire, on a tout à gagner. Et donc, cette haine-là, cette colère-là, c'est une colère qui va être instrumentalisée par les élites. Et là, c'est là où on va faire finalement ce que j'appelle l'autopsie de la décolonisation. Parce que il faut savoir que euh, les élites ont trahi le message du peuple. Pourquoi? Parce que les élites veulent, les élites veulent en fait un monde où colons et colonisés peuvent vivre ensemble. Okay? Alors que le peuple veut un monde sans colons. Ce n'est pas compatible. D'accord? Euh, scusamente. Alors, du coup, je vous explique. Le peuple est celui qui est à l'avant du combat, hein, en fait, pour la décolonisation. Il est en combat et il est en rupture avec le monde colonial. Il est en combat, en rupture avec le monde colonial. Par contre, les élites, elles, sont toujours en contact avec les colons, toujours dans la négociation. Hein. Eux, ils ne veulent pas de violence. Eux, ils veulent avoir plus d'avantages, mais ils ne veulent pas véritablement de rupture. Donc, les mecs, ils sont totalement à l'arrière du combat et ils se retrouvent projetés parce que la bourgeoisie coloniale va négocier avec eux au lieu de négocier avec le peuple. Donc, ils vont négocier et dans ces élites-là, et c'est là où on comprend finalement comment fonctionne notre société actuelle. C'est-à-dire que vous avez une partie des élites qui va véritablement comprendre le combat du peuple et se rallier au peuple. Mais honnêtement, la grande majorité va totalement trahir le message du peuple. Hein. Ils vont passer de enfants gâtés de la colonisation à tyrans de la décolonisation. Donc, il y a ça, il y a ce message-là que Fanon essaie vraiment de nous transmettre. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la religion. La religion et tous les saints qui ont entendu l'autre jour, n'est-ce pas? Au lieu de rendre coup sur coup, ils ont entendu l'autre jour. Et c'est ce que moi j'ai toujours reproché à la religion, mais ce n'est pas le moment pour approfondir sur ça. On aura l'occasion avec d'autres lives.
d'analyser ça. Il y a la religion et il y a aussi le contexte, euh, il y a aussi le contexte international. C'est-à-dire que en même temps, ce contexte aide à la décolo, en même temps, ce contexte tue la décolonisation. Pourquoi? Alors, très très rapidement, la guerre froide, c'est l'opposition entre les États-Unis, qui représente un système libéraliste capitaliste, et l'URSS, qui représente un système communiste socialiste. Alors, euh, c'est une guerre principalement idéologique qui va toujours se faire de façon indirecte. Et ça tombe bien parce que du coup, les événements qui ont lieu du coup pendant la décolonisation vont retentir finalement de façon internationale parce que instrumentalisés dans le contexte de la guerre froide. C'est un peu comme maintenant, vous voyez l'Italie qui dit oui, qui tape sur la France en disant que oui, vous êtes des tyrans, c'est à cause de vous que les pauvres petits migrants meurent dans la Méditerranée. Hein. Cette guerre fratricide occidentale, c'est le même principe. C'est-à-dire que voilà, certains événements, et vous avez notamment un événement qui a eu un écho assez important, c'est les massacres de Sharpeville dans les années 50, ça se passe dans un township aux États-Unis, qui a fait une soixantaine de morts. C'était des simples manifestants. Et ce massacre-là a eu un écho incroyable à cette époque. Je rappelle juste qu'il y a eu des massacres avec beaucoup plus de morts. Hein. Fanon, il parle donc des massacres qui ont eu à Sétif, qui ont fait 45 000 morts, des massacres en 47 à Mada, qui ont fait 90 000 morts, et au Kenya, une répression qui a fait 200 000 morts. Et donc, alors, c'est pas pour dire que 69 morts ou 70 morts, j'en sais rien, par rapport à 45 000, c'est pas beaucoup. C'est pas une histoire de comparaison parce qu'une vie humaine, c'est déjà trop. Mais c'est pour dire que vous comprenez comment est-ce on instrumentalise la politique, oui. C'est-à-dire que tout de suite, on est choqué. Hein. Le contexte international est heurté de voir que voilà une soixantaine de morts. C'est comme ça qu'on manipule le truc. Alors que avant, on aurait pu faire la même chose avant avec tous ces centaines de milliers de morts qu'il y a eu lieu dans plusieurs répressions en Afrique. Donc, du coup, il y a ça, c'est un contexte international qui joue. Il y a le fait qu'en Algérie, vous savez qu'il y a la guerre d'indépendance. Hein. Entre-temps, la France a déjà perdu le Vietnam et on a peur qu'il y ait de nouveau l'équivalent d'un Vietnam dans les colonies africaines. Donc, du coup, finalement, on veut donner l'indépendance. Mais oui, on veut donner l'indépendance. Pourquoi? Pour mieux contrôler, en fait, les colonies. Ce n'est pas parce que d'un coup, on se sent humaniste. Donc, on veut la donner, on veut juste la donner pour ne pas que il y ait donc cette partie donc, de l'Afrique noire qui se retrouve donc, du côté de l'URSS. On veut la donner pour ne pas que on ait cette partie de l'Afrique noire qui se retrouve comme le Vietnam ou qui se retrouve comme, comme, comme l'Algérie. Alors, une fois qu'on sait ça, on se dit, et finalement, voilà, les mecs, ils nous donnent. Nous sommes donc indépendants, nous sommes indépendants. Nous sommes indépendants et en même temps, nous ne le sommes pas. Pourquoi? Parce que euh, quand les Occidentaux quittent, entre guillemets, nos pays, ils le quittent de façon assez radicale. C'est-à-dire que les mecs qui se cassent avec leurs capitaux, ils se cassent avec leurs techniciens, ils se cassent avec tout. Comme si quelque part, ils nous avaient dit, vous voulez l'indépendance, ok, tenez, allez vous faire foutre. Comme si vous avez dit, vous savez quoi, tenez l'indépendance et mourrez. Mais je suis désolée. Je suis désolée, pourquoi? Parce que s'il faut revenir, par exemple, à la Seconde Guerre mondiale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale,
L'Allemagne est condamnée à verser des sommes astronomiques en compensation aux pays alliés. Et en cash, mais aussi en nature, travail forcé, en usine, les tableaux, en tout cas tout ce qui est monuments art qui ont été spoliés sont récupérés. Euh, le procès de Nuremberg fait que bah, l'axe du mal, les pays l'axe du mal en tout cas, doivent compenser financièrement Israël pour le préjudice subi pour le nazisme. Alors, comment se fait-il, et c'est ça qui est toujours incroyable, comment se fait-il que les autres pays, par rapport aux préjudices qu'ils ont subis, se voient, ont des compensations financières qui leur permettent de reconstruire leur économie, et nous, Africains, avec tout ce que nous avons vécu, nous n'avons aucune compensation. Les mecs, ils se battent, enfin, ils se cassent juste avec leur capital. Donc forcément, les jeunes pays indépendants, ils se retrouvent encore une fois face à deux issues. C'est soit relever le défi du gouffre économique qui se présente à eux, c'est soit repartir vers le colon pour lui demander de l'aide. Donc finalement, on passe de pays colonisé à pays dépendant. Et qu'est-ce qu'il y a eu entre-temps? La décolo, vous voyez un petit peu la blague. Le truc, c'est quoi? C'est que dans cette guerre froide-là, où s'offrait un choix pour les jeunes nations indépendantes entre un système capitaliste et un système socialiste, évidemment, le meilleur choix, Fanon nous le dit, pour les pays nouvellement indépendants aurait été le système socialiste, puisque c'est un système dans lequel il n'y a pas de classe et dans lequel l'homme est au centre de tout. Sauf que, regardez, regardez-moi, ok? Je sors je suis le peuple et je sors de la colonisation. Je suis fatiguée, ok? Je suis blessée. On me demande toujours de faire des efforts. On me demande toujours de faire des efforts. Et maintenant, on me dit que il faut rattraper le retard que l'Afrique a sur les pays occidentaux. Il faut rattraper donc ce retard et travailler encore plus. Donc finalement, je suis sans cesse en train de faire des efforts. Je suis sans cesse en train de donner, de faire un travail qui est insurmontable. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est que au moment de la décolonisation, ok, les jeunes nations indépendantes peuvent faire du commerce avec d'autres pays, mais les circuits commerciaux sont restés les mêmes, puisque les produits commerciaux, notamment comme le café, le coton, etc., ce sont les produits qui servent à l'industrie occidentale. Donc, ces produits-là, si on continue à les commercialiser quelque part, quelque part, on fait un remake, en fait. Il n'y a pas du tout de rupture. Au moment où les colons sont partis, il aurait fallu que, et Fanon nous le dit, hein, il aurait fallu refaire un état des lieux des sous-sols, un état des lieux des sols, un état des lieux des rivières, des mers, des arbres, même du soleil. Il aurait fallu faire un état des lieux pour savoir qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on peut en faire pour nous et par nous-mêmes. Donc, finalement, demander au peuple de travailler plus, de toujours fournir plus d'efforts ne sert à rien. C'est dans les conditions de travail qu'il faut faire quelque chose. Et pour ça, il nous fallait des capitaux. Il nous fallait des capitaux, il nous fallait des ingénieurs. Et je parle, d'ailleurs, c'est toujours le cas. Il nous faut des ingénieurs, il nous faut des géologues, il nous faut des techniciens, il nous faut des mécaniciens, des chimistes, des pétrochimistes, etc., etc. J'ai fait un live sur le livre de Lenda Massamba qui s'appelle L'Afrique noire industrielle et qui parle des 9 industries qui vont faire décoller l'Afrique. Je vous invite à regarder ce live. C'est vraiment un livre super intéressant. Donc, vous voyez finalement, quelque part, l'arnaque, hein, de la décolonisation. Donc, c'est un petit peu ça.
Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, rappelez-vous de l'itinéraire de la violence dont je vous ai parlé. Euh, euh, vous voyez, on a donc cette brutalité qui vient du monde colonial, reçue par nous, d'abord fragmentée par la danse, par les rêves, par les guerres fratricides, par le mythe, par le religieux, avant finalement d'être retournée à son expéditeur. Alors, je vais vous parler d'une vidéo assez drôle hein, et vous allez comprendre que j'ai vue sur la chaîne YouTube de Jean-Paul Pougala. Alors, l'histoire se passe avant, 1 minute avant la fin de l'esclavage. Ok. Je vais vous faire les deux personnages, le maître, hein, le maître blanc et l'esclave noir. Quand je serai de ce côté, je serai le maître et quand je serai de ce côté, je serai l'esclave parce que j'ai pas tout envie de dire le maître dit, l'esclave dit. Ok, donc c'est parti. Ah bah écoute, mon gars, ça y est, t'es libre, il n'y a plus d'esclavage. Ah bon, c'est vrai? Ça veut dire que je vais plus ramasser le coton? Bah non, tu vas plus ramasser le coton. Donc ça veut dire que je ne fais plus le ménage et que je ne brosse plus les cheveux? Ah non, tout ça, c'est fini, t'es un homme libre. Ah bah merci, c'est gentil, c'est cool ça. Bah du coup, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Bah écoute, je pense que on va se reposer, hein. Je vais me reposer. Tu penses bien que je suis crevée, moi. Mais bon, j'habite à côté, donc on va se revoir. Ah non, 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 non. Quand on est un homme libre, on ne dort pas chez ses voisins, hein. On s'achète une maison. Oui, mais j'ai pas d'argent. Attends, tu veux dire que tout le temps que tu as travaillé pour moi, là, t'as pas mis un peu de côté? Plomber, bah, comment te dire que tu m'as jamais payé, moi, vu que je suis venue d'Afrique, j'ai pas vu une pièce. Bah écoute, je vais pas te laisser tomber. Dis-moi, qu'est-ce que tu sais faire? Est-ce que tu sais ramasser le coton? Ouais. Le ménage, brosser les chevaux, tu sais faire? Ouais. Eh ben écoute, ça tombe bien. J'ai une place qui vient de se libérer. Je t'embauche. Ok, mais du coup, on fait comment pour le salaire? Bah écoute, je te paye 1 dollar par mois. Mais c'est de l'esclavage ça! Bah non, ça vient d'être aboli. Non, c'est un petit peu ça l'histoire, tu vois. C'est que c'est-à-dire que avant l'esclavage, après l'esclavage, c'est la même chose. Et après avant la décolo, après la décolo, c'est un petit peu la même chose. Sauf que là, l'itinéraire de la violence est différent. Parce que euh, maintenant, la violence qui est transmise, en tout cas, au système dit indépendant, c'est une violence économique. C'est une violence économique. Et cette violence-là, on la reçoit toujours, nous, colonisés. Voyez comment l'histoire se répète sans fin. On la reçoit, nous, colonisés, cette violence économique. Et pareil, on la, on la renvoie partout, sauf à son expéditeur. À son expéditeur. C'est-à-dire que, alors pour les rêves, je n'ai pas fait d'études, j'en sais rien. Donc je ne vais pas parler de ça, mais je vais toujours parler de la danse, je vais toujours parler des mythes, mais je vais surtout parler du religieux. C'est-à-dire que aujourd'hui en Afrique, on est dans une certaine acceptation où on a accepté que l'illégal soit légal. On a accepté que la normale soit normale. On a accepté que le mensonge soit la vérité au nom de Dieu, au nom de c'est Dieu qui donne, au nom de ah, on va faire comment, hein? Waouh, c'est vraiment, c'est Dieu, waouh, c'est Dieu. On a accepté ça, on n'est même plus dans un état d'esprit où on veut faire quelque chose, on veut que ce soit différent parce que c'est possible que ce soit différent. Et un autre réceptacle de cette violence-là, c'est aussi l'alcool, c'est l'alcoolisme. Hein, et ça me fait penser à la revue que j'avais fait sur le livre de Big Bassi, le Moabi Cinéma, qui te fait vraiment une belle description de la société, bon, pour le coup camerounaise, mais je pense qu'elle s'applique aussi à d'autres pays, c'est d'avoir toujours comme centre de l'action le bar. Le bar, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, comme si rien n'était possible sans l'alcool, en tout cas. Donc, vous voyez que on a un schéma qui, qui se répète. Et
Je vais conclure sur ça parce que c'est la première partie. C'est-à-dire que, comme je disais au début, la connaissance directe est pour nous, honnêtement, le seul salut. Et c'est aussi une façon de voir, de comprendre certains événements historiques et l'impact qu'elles ont sur nous aujourd'hui. Et vous voyez que la façon dont finalement nos systèmes euh, politiques, nos États africains fonctionnent aujourd'hui, elle n'est pas très différente de la façon dont elle fonctionnait déjà dans les années 60. Et nous sommes quand même en 2019. Et ce livre-là, il a quand même écrit en 1961. C'est-à-dire que finalement, le temps est passé, mais euh, les blessures sont restées les mêmes, les systèmes sont restés les mêmes, même les acteurs sont restés les mêmes, puisque on a des présidents qui ont plus de 30 années au pouvoir. Et c'est véritablement euh, incroyable. Alors, moi, je serai là euh, dimanche prochain, même lieu, même heure, pour la suite de ce live. Et je vous invite bien sûr à me retrouver pour qu'on continue d'analyser le livre Les damnés de la terre de Fanon. Alors, un tour rapide pour voir s'il y a eu des questions entre-temps ou des remarques. Je vais donc lire la remarque de Gloglo qui dit effectivement ça s'applique aussi à d'autres pays, au Congo aussi. Le bar, qu'on appelle Nganda, est au centre de l'action. Ok. Donc, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que vous pouvez voir, euh, vous pouvez voir en fait, euh, comme je disais, certains événements euh, qui sont, comment dire ça, dont on n'a pas. Vous savez, en Afrique, on a l'impression que c'est mauvais uniquement quand on peut voir les choses physiquement. J'espère que vous pouvez voir ces choses-là qui ne sont pas matérielles, qui sont un problème pour nos sociétés, mais qui sont d'autant plus dangereuses. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!